Le 18 mars, ce sont les élections présidentielles en Russie. De la vie générale, ce sont les plus libérales qu'ait connu le pays depuis longtemps. Et pourtant, ça ne changera rien au résultat. Poutine va gagner et rester président pour un 4e mandat. Alors à quoi servent ces élections? Tout simplement à faire en sorte que le pouvoir russe sorte renforcé à chaque étape du processus électoral. Voici comment. Les dernières élections nationales, en 2011 et 2012, ne se sont pas très bien passées. Après des manifestations et des accusations de bourrage des urnes, Medvedev puis Poutine, une fois élus, ont modifié le code électoral, abaissant notamment le nombre de signatures de citoyens nécessaires aux candidats. Mais cela reste un travail monumental. Il faut que les signatures proviennent des 86 régions de Russie, sans que plus de 50 000 signatures ne proviennent d'une seule région. C'est une étape qui coûte très cher, à la fois en temps et en argent. Ça explique que pour ce scrutin, sur les 60 candidats annoncés au départ, 27 ont déjà échoué à ce stade. Une fois que c'est fait, c'est l'heure de la terrible commission électorale, qui contrôle la validité de la candidature. Une simple erreur dans l'orthographe d'un nom peut conduire à une invalidation. Et pour nos candidats, c'est un vrai bain de sang. Pour le scrutin 2018, la commission a invalidé 17 candidatures. Pourtant, le voyant est là aussi plutôt au vert. Depuis 2016, à la tête de la commission se trouve une figure des droits de l'homme en Russie. Et pourtant, parmi les recalés, l'homme dont tout le monde parle, Alexei Navalny. Militant anticorruption très médiatique, figure des manifestations contre Poutine, il n'a pas été autorisé à rester dans la course. La commission lui reproche une condamnation pour détournement de fonds que la Cour européenne des droits de l'homme avait alors jugé plus que louche, mais peu importe. Navalny, lui, appelle au boycott du scrutin, qui aura lieu sans lui, mais avec 7 candidats opposés à Poutine. Les 7 qui ont passé l'épreuve du feu. Les heureux validés représentent un large spectre politique, mais un très faible poids général. Le numéro 2 dans les sondages, Pavel Grudinin, est le candidat de l'inévitable Parti communiste russe. Nouvelle tête, plutôt populaire, entrepreneur en fraises, oui, une sombre histoire de compte en Suisse pourrait l'empêcher d'atteindre la barre des 10%. Juste en dessous, le très sympathique candidat d'extrême droite Zhirinovsky. Tiens, c'est lui là. Et là aussi d'ailleurs. En 4e position, une candidate, celle dont les médias ne font que parler, Ksenia Sobchak. Jeune en politique, la candidate est une célébrité dans le pays. Star de la télé-réalité, hyper présente sur les réseaux sociaux, les médias l'appellent la Paris Hilton russe. Une étiquette un peu réductrice. La jeune femme, au discours libéral et anti-corruption, n'a pas épargné Poutine et la classe politique en général. En plus, elle a quelque chose de sympa, je sais pas quoi. Ah oui, j'ai trouvé. Avec 1 voire 2% des voix, Ksenia Sobchak ne pèse aucun poids réel dans l'élection, malgré son charisme. Nouvelle venue, elle est aussi la fille d'un proche de Poutine, ce qui rend son discours tendance dégagisme nettement moins audible. Ses adversaires soupçonnent sa candidature d'être encouragée par le président russe, le grand absent et le grand vainqueur de cette élection. Jamais présent au débat, en voyant ses lieutenants en plateau, le président Poutine ne fait pas campagne. Bon, soyons honnêtes. Pour un président, c'est une stratégie qu'on connaît plutôt bien dans l'Hexagone. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Mais là, le leader russe pousse le refus d'obstacle à l'extrême. Le jour d'un débat opposant tous les candidats à la présidentielle, Vladimir Poutine faisait son discours annuel à la Douma. Un discours dans lequel on a parlé un peu d'économie et beaucoup de missiles. Beaucoup. Pas de hasard, c'est sur ces thèmes que surfe le maître du Kremlin, la défense et l'international. Une focalisation presque exclusive, alors qu'il ne propose pas grand-chose de neuf à ses électeurs. Pour son 4e et dernier mandat, le président joue sur la sécurité et la stabilité. Plus qu'un choix de politique, le pouvoir sans opposition réelle, on l'a vu, cherche la validation des électeurs. La seule variable qui importe est donc celle de la participation. Et de ce côté-là, en revanche, Moscou n'a pas lésiné. Outre l'encouragement de petits candidats et la mise en scène de débats animés, le pouvoir a mené campagne pour inciter les jeunes à aller voter, sur Instagram ou avec des encarts dans des journaux. Des encarts dans des journaux. Bref, le nombre d'or, l'objectif à atteindre, c'est 70%. 2 fois, 70% de participation, 70% de vote en sa faveur. 70%, c'est nettement mieux que 2012. Avec 70%, Vladimir Poutine peut se projeter dans son dernier mandat dans le calme et préparer enfin sa succession. Adhésion et stabilité sont donc bien les maîtres mots qui inscrivent Poutine dans la continuité de la démocratie dirigée à la russe
et qui permettent de comprendre toutes les étapes de cette élection telles que nous venons de les voir. Encouragement de la participation et de nouveaux candidats d'un côté, éloignement d'un élément perturbateur d'un autre, investissement minimal dans la campagne au profit de la figure du chef. Ce processus électoral martèle donc deux évidences. Oui, vous avez le choix, mais non, il n'y a pas d'autre rassembleur que Vladimir Poutine.